Terrain social. Hugues Chevarin. Pierre-André Juvin. Pierre-André Juvin est sociologue, spécialiste de la santé, chargé de recherche au CNRS. Il est adjoint à l'urbanisme et à la santé de la ville de Grenoble. En 2019, il a publié La casse du siècle à propos des réformes de l'hôpital public aux éditions Raison d'agir. La crise de la Covid-19 a percuté de plein fouet l'hôpital français, déjà gravement sous tension, mettant en lumière de fortes inégalités territoriales. Quelles sont les marges de manœuvre pour les territoires, la Seine-Saint-Denis par exemple, et les villes, telles Grenoble, face à l'homogénéité et l'uniformisation des mesures sanitaires nationales? Dans Terrain social, aujourd'hui, on interroge ces inégalités et les questions d'échelle sur la crise de la Covid-19. Terrain social. Bonjour Pierre-André Juvin, en quoi la donne a-t-elle changé avec la crise de la Covid-19 ? Alors, la donne n'a pas vraiment changé avec la crise du Covid, ou de la Covid, puisque précisément cette crise sanitaire, elle est venue révéler dans une certaine mesure toutes les fragilités qui touchaient l'hôpital public depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, et donc on avait mis en exergue avec Fanny Vincent et Frédéric Pierru dans l'ouvrage que vous mentionnez. Ces difficultés, elles préexistaient à la pandémie de Covid-19, et d'ailleurs quand on regarde un petit peu en arrière et qu'on rembobine, ce qui est assez stupéfiant, c'est de voir que juste avant la survenue de la pandémie, on assistait depuis plus d'un an à un mouvement de grève qui était inédit dans l'histoire de l'hôpital public, de par son ampleur, de par les catégories qui se mobilisaient, un mouvement qui a démarré en mars 2019 avec la naissance du collectif Interurgence, qui s'est propagé à toute la France, qui est né en Île-de-France, dans plusieurs hôpitaux parisiens et franciliens, et puis qui progressivement s'est étendu à toute la France, qui a passé l'été 2019, alors que le pari de la ministre de la Santé de l'époque était précisément que ce mouvement de grève et de contestation s'épuise, et cela jusqu'au mois de mars, février-mars 2020, donc où la pandémie est venue non pas mettre un terme aux revendications des soignants, mais en tout cas les mettre entre parenthèses du fait de la gestion de crise. Donc la pandémie a exacerbé les difficultés de l'hôpital public. On peut y revenir dans le détail, mais elles sont de plusieurs ordres. C'est des crises de personnel et d'effectifs. Ce sont des crises de moyens matériels, de lits disponibles, des crises également budgétaires et financières qui font que les moyens manquent souvent à l'hôpital public, que volontairement les pouvoirs publics cherchent à faire manquer ces moyens. Tout cela mis bout à bout, ça donne un hôpital public qui a pu, par une réorganisation très importante, se mobiliser, mais qui n'a pas pu, avec autant de force qu'il l'aurait voulu, affronter la première vague de février, mars, avril de la Covid-19. Alors, on est maintenant en novembre 2020, la France est à nouveau confinée. Est-ce que l'hôpital français est toujours sur le paradigme de la rentabilité et de la performance ? Alors c'est une très bonne question parce que précisément ce qu'a cherché à faire valoir le gouvernement à partir du printemps 2020, c'est cette idée selon laquelle la santé n'avait plus de prix. Il fallait coûte que coûte sauver des vies, et donc donner tous les moyens qu'on pouvait à l'hôpital public, et donc sortir de ce que vous dites, à savoir de ce paradigme de l'hôpital entreprise qui fonctionne sur un mode de la course à la rentabilité. Il n'en est rien, d'abord parce que, alors, même si pendant la période de crise du printemps, il y a un certain nombre de règles qui ont été suspendues, il y a
énormément de matériaux qui ont pu être débloqués, des coopérations qui se sont faites plus rapidement. Néanmoins, la contrainte budgétaire, elle n'a pas sauté, n'a pas complètement été déverrouillée, et c'est ce que nous, on a étudié, on a commencé à étudier pendant cette crise du printemps avec des collègues, notamment avec Jean-Paul Godillère et Caroline Isambert, dans le cadre d'un ouvrage qui va sortir au mois de janvier à la découverte. C'est que les règles du jeu budgétaire n'ont pas disparu pour autant. Et on l'a vu d'autant plus avec le Ségur de la santé, qui est donc cette opération de concertation et de conciliation post-première vague, qui a déçu énormément d'acteurs de la santé, et notamment sur ce point-là. C'est-à-dire que, par exemple, en général, quand on parle d'hôpital-entreprise, on parle de deux choses. On parle d'abord du manque de moyens qui est accordé à l'hôpital et qui fait qu'il est obligé de réduire ses coûts de production en permanence. Et quand on réduit les coûts de production dans un hôpital, au bout d'un moment, c'est la qualité des soins qui en pâtit. Mais également, quand on parle d'hôpital-entreprise et de rentabilité, on parle de mécanismes de financement qui incitent à la productivité, qui font que plus on produit, plus on va gagner. Et voilà, et c'est exactement ça, c'est ce mécanisme dit de la tarification à l'activité, qui est un petit peu technique, mais qui consiste grosso modo à considérer que chaque séjour a un prix, et que plus on produira de séjours, plus on recevra d'argent, ce qui fait que les hôpitaux s'engagent dans une course à la production de séjours et dans une course à la production de séjours rentables. Et ce mécanisme, la T2A, même si il y a des expérimentations en cours, et il faut attendre aussi de voir ce qu'elles vont donner pour pas jeter complètement la pierre à ce qui peut être fait actuellement. Il y a des expérimentations pour remplacer cette tarification. Néanmoins, elle demeure très présente, et quand bien même elle viendrait à être mise en question, elle ne peut pas suffire à elle seule à remettre en cause le paradigme de l'hôpital-entreprise, parce que la façon dont on alloue les moyens à l'hôpital public est une question. Le niveau de ces moyens en est une autre. Alors, j'aimerais en arriver à la question des territoires et des disparités de ces territoires face à la Covid-19. Alors, d'abord, est-ce que vous les constatez, ces fortes disparités ? Alors, dans le travail justement qu'on a fait avec Jean-Paul Godillère et Caroline Isambert, on a beaucoup lu les travaux de collègues sociologues, démographes qui travaillent sur ces questions depuis de très nombreuses années, sur les inégalités sociales et territoriales de santé, et on les a lus à l'aune de la situation donc du printemps. Et il y a déjà des études qui sont sorties sur notamment un territoire qui a été l'emblème de ces inégalités, à savoir la Seine-Saint-Denis, puisque ce qui s'est passé avec le territoire de Seine-Saint-Denis, c'est qu'on a vu avec la Covid-19 ce qu'on savait déjà, mais avec une lumière encore plus forte, qu'un entrecroisement d'inégalités, une multitude de types de discrimination conduisait en fait à une mortalité bien plus élevée que dans tous les autres territoires et dans tous les autres territoires d'Île-de-France, y compris les territoires denses. Et ces facteurs d'inégalité, ils sont multiples, mais les études comme EPICOV, qui est une étude de l'INSERM publiée récemment, montrent qu'en fait, par exemple, plus on est nombreux dans un appartement, plus on est nombreux dans un logement, plus la propagation du virus se fait. Et donc la Seine-Saint-Denis est un département où le nombre de personnes par logement est plus important que dans d'autres départements. On sait également que la question du télétravail a été très importante pour être exposé plus ou moins au virus. Et donc, et c'est là aussi l'enquête EPICOV qui l'a montré, plus on occupe un travail de cadre, pour le dire rapidement, moins on était exposé au virus. Donc, inégalité professionnelle, inégalité territoriale, inégalité médicale aussi, parce que la Seine-Saint-Denis est un territoire qui est très mal pourvu en offre de soins. Ça, c'est également documenté. C'est-à-dire que quand on parle des déserts médicaux, on pense souvent et généralement à des territoires ruraux, alors qu'en fait, il y a des territoires urbains qui sont très fortement marqués par cette logique de désertification, et la Seine-Saint-Denis en fait partie. Et enfin, parce qu'on parle de
de populations qui donc subissent des dominations et des discriminations multiples. Ces dominations et ces discriminations multiples, elles s'inscrivent dans les corps et donc elles se traduisent par un ensemble de pathologies et de pathologies chroniques, le diabète, l'hypertension, le surpoids du fait d'une alimentation moins saine, des cancers multiples, enfin, toutes ces pathologies-là qui accéléraient l'aggravation de la maladie du fait de la pandémie. Donc voilà, les inégalités territoriales, elles sont maintenant bien documentées et assez clairement établies. Elles ont été mises en lumière de façon très crue par cette pandémie. Est-ce qu'on peut parler, pour ces territoires, et en particulier la Seine-Saint-Denis que vous venez de nous présenter, est-ce qu'on peut parler de comorbidité sociale ? Alors, ce n'est pas l'expression qu'on emploie, mais parce qu'on n'avait pas imaginé cette expression-là, mais elle peut s'appliquer effectivement. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de facteurs sociaux qui font que on subit des dominations et on subit donc les conséquences de ces dominations, notamment que le système de santé peut faire reposer sur vous. Là aussi, il y a des études comme celle de Lorpiti et Mogeli, des travaux qui ont montré que le système de santé, parfois, non seulement ne réduisait pas les inégalités, mais qu'il pouvait les accroître dès lors qu'il tend à discriminer les populations. Et donc, cette expression de comorbidité sociale, il faudrait la décortiquer un petit peu, mais c'est effectivement derrière cette idée que c'est une articulation de discrimination, discrimination de genre, discrimination ethno-raciale, discrimination territoriale, discrimination professionnelle, discrimination clinique et médicale, qui font que quand survient un virus comme celui de la Covid-19, les chances que vous soyez exposé sont d'abord supérieures et les chances que vous développiez une forme grave de la maladie sont elles aussi augmentées. Alors, nous avons abordé, on va dire, la question nationale. On a discuté d'un territoire en particulier. J'aimerais qu'on réduise un peu plus l'échelle en parlant évidemment de l'échelle locale, celle du territoire municipal. Alors, la question que je vous poserai d'emblée, c'est quelle place pour l'échelle locale dans l'échafaudage sanitaire français ? Alors c'est là aussi une excellente question parce que on pourrait en parler pendant des heures. D'abord de ce qui est la place de l'échelle locale dans le système de soins et de santé français et qui, à mes yeux, n'est pas suffisamment reconnue ni suffisamment importante. Et on pourrait ensuite parler de ce qu'il faudrait effectivement envisager à l'avenir pour relocaliser une partie des prérogatives en santé. Ce qui est sûr, c'est que pour répondre à la première question sur quel est l'état et la situation actuelle de la place du local en santé, elle est assez limitée parce que les textes réglementaires, la loi, pour le dire assez rapidement, fait que c'est l'État qui a cette prérogative-là de la santé. J'entends au sens de la politique du soin. Qui est déclinée dans les territoires, notamment par les agences régionales de santé. En revanche, et c'est ce qui est porté depuis de très nombreuses années par des associations, par le réseau français des villes santé OMS, par une association comme Élus Santé Publique et Territoire, en revanche, les villes, elles ont des leviers d'action pour développer des politiques de santé publique. Alors, ce ne sont pas des politiques... je me permets, oui, j'en viens évidemment à Grenoble, étant donné que vous y êtes élu, vous êtes adjoint à l'urbanisme et à la santé de cette ville. Très concrètement, quelle est la situation dans votre ville ? Alors, la situation aujourd'hui à Grenoble, comme dans tout le sud Isère, elle est d'un point de vue épidémiologique, j'entends, elle est assez grave. On a eu à partir de la rentrée de septembre, une propagation du virus assez forte, un taux d'incidence très élevé et un taux d'incidence qui a été notamment, qui a commencé à devenir très 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 fort chez les personnes âgées et les plus de 65 ans. Et donc, c'est à ce moment-là aussi que la situation devient véritablement très très grave. C'est que dès que les publics les plus vulnérables sont fortement exposés, d'abord, il y a un risque d'hospitalisation, il y a un risque
développement de formes graves. Et puis, de fait, il y a un risque de saturation des services d'hospitalisation et de réanimation. L'hôpital de Grenoble fait face aujourd'hui à un afflux de patients très très important, à un taux de mortalité qui est plus important que ce qui s'est passé lors de la première vague où Grenoble avait été plutôt épargné. Il y a tout un ensemble d'actions qui sont conduites d'abord pour coordonner les acteurs de soins du territoire. Lesquelles ? Donc avec le centre hospitalier universitaire. Ça s'appelle une cellule territoriale qui a lieu toutes les semaines et qui permet donc au CHU, aux médecins de ville, aux laboratoires d'analyse, à la ville de Grenoble, à l'agence régionale de santé, à l'assurance maladie, enfin tous les acteurs de soins de se réunir, de faire un état des lieux de la situation, de décider des actions à entreprendre pour endiguer l'épidémie. Donc il y a un dialogue qui se fait, cependant, parce que j'imagine qu'il y a une question aussi derrière, qui est celle de qu'est-ce que les villes peuvent faire et qu'est-ce qui devrait être fait pour endiguer la propagation du virus. Nous, on estime, à la ville de Grenoble et avec Éric Piolle, que une grande partie des réponses en matière de santé publique se trouve, enfin en matière de crise sanitaire de ce type, se trouve dans la santé publique, dans la démocratie et dans les politiques sociales de solidarité. Et donc nous, c'est ce qu'on essaye de développer pour bien insister sur un point. Je rentrerai pas dans le détail, sauf si vous le souhaitez, mais pour bien insister sur un point, c'est que cette crise sanitaire n'est pas qu'une crise sanitaire et qu'il ne faut pas avoir les yeux seulement rivés sur les courbes d'incidence, le nombre de personnes en réanimation ou le nombre de décès. Il faut aussi, pas seulement, mais il faut aussi avoir les yeux rivés sur l'ensemble des conséquences sociales et économiques de cette crise, et notamment en termes de précarité, d'isolement, de violence aux personnes, de santé mentale. Enfin, il y a tout un spectre de conséquences que les collectivités locales doivent avoir à l'esprit et sur lesquelles il faut travailler sans relâche. Merci Pierre-André Juvin, vous êtes sociologue, chargé de recherche au CNRS et aussi adjoint à l'urbanisme et à la santé à la ville de Grenoble. Vous faites paraître le 7 janvier prochain, à la découverte, Pandémo politique, coécrit avec Jean-Paul Godilière. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.